Donc on commence dans la foulée. On va faire deux séquences. Une petite introduction très rapide de ma part, mais ça sera extrêmement rapide. Et puis un quart d'heure de présentation d'un premier sujet, un quart d'heure d'un deuxième sujet. Et je vous propose de conclure par des questions-réponses à la fin. Donc soit vous poserez directement la question. On peut attendre 2 minutes que le technicien revienne, qui va faire sa pause aux toilettes. D'accord. Bon. Donc c'est uniquement une petite question technique, mais voilà, ça y est. C'est bon ? D'accord, c'est 2 minutes. D'accord, on attend 2 minutes. Bon, pour les personnes, j'anticipe, donc il y a un dispositif de questions-réponses aussi par SMS. Et donc, ce que vous pouvez identifier et qui est affiché là par SMS, envoyez votre message sur le 06 06 88 44 00. C'est un SMS gratuit et donc ça va arriver sur cette tablette et ça nous permettra effectivement d'enchaîner avec des questions-réponses d'anticipation. Donc quand vous avez la question qui vous trotte en tête, prière de ne pas l'oublier, de le mettre par SMS. On y va ? Ok, génial. Alors, juste en termes d'introduction extrêmement rapide, la mise en place de la dématérialisation de la chaîne comptable et financière, c'est un sujet assez aride, mais c'est tellement d'actualité et tellement obligatoire que le sujet se prête à votre écoute. Donc, administration et collectivité dans tout le secteur public. Avant PES V2, il y avait un PES simple. Et le PES simple, c'était un sujet qui était très centré sur le périmètre comptable et financier. Donc, il y a les comptables et les financiers qui en entendaient parler, qui le traitaient. Mais en fait, le monde documentaire, le monde de la dématérialisation, en fait, était moins concerné. Et c'est vrai qu'on entendait un peu moins parler. Aujourd'hui, dans la mesure où il faut adjoindre les pièces justificatives, nécessairement, le périmètre s'élargit et donc tout devient plus complexe. Alors, pour traiter ce sujet, donc merci à vous de votre assistance. Je vous propose donc une première intervention sur les processus et solutions de capture Cofax. Donc c'est Grégory Henry, qui est senior commercial Cofax, qui vous fera un retour d'expérience chez les pompiers, comme on disait, donc le SDIS 62. Et puis ensuite, encore un sujet de retour d'expérience, c'est presque la suite des pompiers, comme on le disait un peu en demi-plaisantant, c'est l'hôpital. Et donc le sujet, c'est l'implantation, mener un projet PESV2 dans le cadre du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie. Et donc, à titre de présentation, donc, Sophie Dupont, qui est responsable clientèle à la direction des finances et chef de projet PESV2, elle a un CV tout à fait impressionnant avec du management, avec de l'entreprise, chef d'entreprise, beaucoup de prix, etc. Enfin, je pense que vous allez apprécier ce dynamisme et c'est à propos. Voilà. Elle sera accompagnée par Gérard Olivier, donc business consultant des solutions numériques chez Recall, qui a travaillé sur le sujet, et puis Aldo Falbo, qui a une grande expérience à la fois du financier, double expérience, financier et des maths, numérisation, dans ce cadre d'AMOA de la solution. Voilà, et donc à 16h05, on fera entre 16h05 et 16h10 10 minutes de questions-réponses. Donc merci de les noter ou de les envoyer. Alors, juste à titre purement introductif, mais vraiment hyper rapide, parce qu'il ne s'agit pas effectivement de faire des présentations. Donc d'abord, le périmètre s'élargit, ça devient plus complexe. Et ce qu'on constate, en fait, ce sont des formats multiples, des factures. Ce n'est pas la facture papier, puis il n'y a que ça à traiter. En fait, on va avoir de la dématérialisation qu'on appelle native. Il y a le portail Chorus de l'AIFE, des flux EDI qui existent depuis un certain temps mais qui continueront à exister. Il y a de la saisie manuelle sur un portail, il y a des factures signées électroniquement, ça c'est quand même plus récent, ou alors une dématérialisation qu'on appelle duplicative, à savoir là c'est le papier qu'on numérise, donc on dupliquette.
On le traite, il faut l'archiver, il faut l'éliminer, avec en plus la question de l'anticipation de l'évolution, c'est quand je numérise, quelle est la baisse et quand j'utilise un portail, quel est le pourcentage de la baisse du papier et comment je dois ajuster mes moyens de numérisation par rapport à ça. Bon, là, j'espère qu'on aura des premiers retours d'expérience, mais enfin, on a aujourd'hui des premières estimations quand même au niveau du marché. Deuxième point, processus fonctionnel et technique plus complexe. Donc, parce qu'on n'a pas simplement recevoir du papier, il faut réceptionner, traiter, lecture automatique de documents, reconnaissance automatique de documents et reconnaissance automatique d'OCR, transmission, intégration dans le système d'information, archivage, avocation probatoire ou pas, c'est une question, workflow, élimination, stockage en gestion électronique de documents, gestion des contrôles et des écarts, élément très important. Voilà, c'est quand même des sujets qui introduisent de la complexité, donc de l'efficacité aussi, mais à la condition que ça soit bien fait. Dernier élément, quand on met en place ce type de dispositif, on a des questions d'opportunité pour réorganiser et mutualiser des éléments. Par exemple, j'en veux pour preuve, dématérialisation dans un service comptable. Est-ce qu'on le fait au service comptable, au service courrier? Est-ce que c'est un service courrier interne ou externe? Cloud ou pas cloud, français ou pas français, mutualiser multi-établissements ou quelques établissements, qui a quel rôle, qui qualifie, qui préqualifie, il y a combien d'utilisateurs, quelle architecture technique, enfin, voilà, toutes ces questions que je dépose un petit peu en pré-vrac à ça, et je passe la parole au premier intervenant en le remerciant. Merci. Ouais, tu peux tous les mettre d'un coup. Voilà. Merci de cette introduction. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui de comment on va adresser les problématiques. Alors, c'est surtout les dernières problématiques du PESV2. Après la mise en place de la partie protocole, il nous reste, et c'est ce qu'on voit dans le travail qu'on effectue en ce moment avec COFAC sur le secteur public, la partie, j'ai des documents, principalement du papier, mais ça peut être tout autre type d'entrant. J'ai des factures, j'ai des pièces jointes, je dois les dématérialiser pour les faire rentrer dans un système de GED, dans un système de workflow, pour les envoyer vers mon ERP financier et pour ensuite suivre le chemin jusqu'à la pairie. Alors, très rapidement, on a fait l'économie de tout ce qui était slide marketing. On va essayer de parler très fonctionnel, très métier. Comment arrivent ces documents? La première chose, je vous disais, vous allez sans doute les stocker dans des bases de données, dans une GED, dans un système d'enregistrement quelconque, dans un file system, ou en parallèle vers N-System comme votre ERP financier, ces fameux documents. À l'heure actuelle, quand ils arrivent par ces systèmes d'engagement, en gros, quand ils arrivent dans l'administration, qu'est-ce qui se passe? On a des agents qui prennent ces factures, qui prennent ces pièces jointes et qui vont, que ça soit dans la GED ou dans le système financier ou dans les deux, saisir. Alors, ce document, c'est une facture. Ce document, c'est une pièce jointe, c'est un bon de livraison, un bon de commande, etc., un acte d'engagement. En outre, ils vont aussi saisir les métadonnées, les données qui vous intéressent pour le traitement métier, pour ce fameux envoi jusqu'à la pairie. Le principe, c'est de dire, on va être capable de gérer tous les entrants. On va offrir une plateforme de dématérialisation de documents qui va séparer automatiquement les documents, classifier automatiquement les documents sur du visuel. Si je vous montre un chèque, même au fond de la salle, vous pourrez me dire oui, c'est un chèque et je reconnais que c'est un chèque. Si je vous montre une facture, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je vais m'approcher, je vais lire pour lire certains mots-clés. Le mot-clé facture, le mot-clé bon de commande, etc. Donc sur ces règles que j'ai simplifiées ici, je vais classifier automatiquement les documents. Je vais en extraire les données, toujours en allant chercher sur vos bases de données, sur des mots-clés. Je prends un exemple sur la facture. Si je veux un numéro de TVA intracommunautaire, j'ai le choix entre faire une bed zone sur chaque fournisseur et aller lire le numéro de TVA intracommunautaire, soit. Ça, on sait tous le faire. Ou alors, je vais un petit peu plus loin et je lui dis, trouve-moi 2 lettres suivies de 8 à 11 chiffres. A priori, j'ai tous les numéros de TVA intracommunautaire de l'Europe.
Il reconnaît ce format et je vais lui dire autour, dans le contexte, cherche-moi un mot-clé, TVA, TVA intracommunautaire, taxes, etc., etc., etc. Cette liste de mots-clés plus de formats, sur l'exemple du numéro de TVA intracommunautaire, qu'on est en plus capable d'aller chercher dans votre base de données fournisseur pour remonter les autres informations, permettent d'éviter la saisie des données. On va vous pré-saisir les informations, on va les extraire automatiquement, et derrière, les agents ne vont plus tout saisir, mais simplement corriger ce qui a été automatiquement extrait par le logiciel. Donc, séparation automatique, classification automatique, extraction automatique, transformation PDF, PDF archive, le format que vous voulez. La compression pour que ça prenne moins de place dans le système de stockage et donc moins de coûts. Et l'export vers N systèmes en simultané sous N formats différents. Donc voilà notre cœur de métier. C'est ce qu'on appelle la RADLAD, la reconnaissance automatique de documents, lecture automatique de documents, sur la base d'un OCR, reconnaissance optique de caractère, l'extraction du texte d'une image. La particularité, et c'est ce qui fait que ça a un certain succès, particulièrement en ce moment dans le secteur public, c'est qu'on sait traiter tout type d'entrant, même ce qui vient d'un mobile. D'ailleurs, sur la facture, c'est pas très parlant. Par contre, je prends un autre exemple sur de la PAPH ou de la MDPH dans un CG. J'ai besoin d'une pièce d'identité, j'ai besoin d'une pièce justificative. Au lieu de le faire numériser au service courrier par l'agent, je peux le faire numériser directement à l'usager à la source. C'est un exemple. Donc tout type d'entrant que vous pouvez voir ici. Les MFP, c'est les multifonctions, c'est les grosses bécanes qu'on a dans les couloirs qu'on peut utiliser aussi pour numériser. Première particularité. La deuxième, c'est que ça marche sur tous les sites en standard. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en centrale, mais vous pouvez aussi dire j'ai 120 sites et je veux tous les connecter. C'est ce que fait la SNCF sur le dossier agent. Typiquement, l'exemple dont on va parler juste après, qui est le SDIS, l'a fait en centrale. C'est un choix d'organisation, il reste le vôtre. Nous, la plateforme va être flexible. On ne va pas vous forcer une organisation, on va se coller à la vôtre. Et derrière, le troisième point différenciant, donc c'est tout type d'entrant, tout type de document, sur n'importe quel type de site. C'est les trois grands points différenciateurs. Alors un exemple d'implémentation pour parler clairement du PESV2. Voilà, on a fait la première partie du protocole. Derrière, je me retrouve avec ces fameux documents, factures et pièces jointes qui sont toujours entrant dans mon administration et qui arrivent selon tous les types de formats, d'où l'intérêt de gérer tous les types de formats. C'est bien de faire les papiers dans un scanner, qu'est-ce qui se passe quand ça vient par email ? Nous, tout rentre dans la même plateforme. Donc, au SDIS, comment ils ont fait ? Ils ont les factures qui passent par le scanner, donc là on parle du papier, extraction et classification automatique par Cofax. On va faire un contrôle et vidéocodage. Alors, il n'y a pas de 100% dans ce métier. Hein. Si je passe 10 fois un document dans le scanner, vous aurez 10 fois un texte différent à quelques détails près. Donc, je prends un exemple un peu basique, mais derrière, il faut corriger ce que le logiciel vous propose. Évidemment, entre ce qu'on saisit à 100% et les 20% qu'on corrige, il y a eu un gain de productivité certain. On sort derrière une image et une liste d'index. Tout ce qui a été extrait automatiquement et vidéocodé, on va l'envoyer vers la GED. Ils utilisent Cegid. Donc c'est envoyé vers Cegid. Le flux PESV2 est généré, passe par un parapheur électronique et ensuite suit son chemin via le tiers de télétransmission jusqu'à la pairie départementale. Les pièces jointes, elles, n'ont pas forcément besoin, ne nécessitent pas forcément une extraction de toutes les données. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que c'est des pièces jointes de cette facture-là. Et on va pouvoir dire peut-être, bon, je vais les classifier, je vais dire que c'est un bon de livraison, je vais dire que c'est un bon de commande, et puis je vais les attacher à ma facture. Et je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au même niveau de traitement. Donc, j'ai eu un contrôle et un vidéocodage manuel. L'interface de vidéocodage de contrôle est évidemment optimisée pour la saisie. Donc, vous avez un clic sur l'image qui va alimenter le champ. Vous pouvez interroger vos bases de données. Vous avez de la saisie semi-automatique. Toute une série d'actions qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite que de poser la facture devant vous et le saisir dans votre ERP. Voilà l'exemple de ce qui peut être fait. Nous, on va se positionner sur cette partie-là. Donc, on est la partie entrante. Ici, on voit que facture et pièces jointes via un scanner. La réalité, c'est qu'en fait, ça peut venir par email, ça peut venir par fax, ça peut venir d'un mobile, ça peut venir d'un flux électronique, XML, etc. Peu importe. Pour nous, ça rentre dans exactement la même plateforme avec les mêmes règles de traitement. Ils auraient dû monter un peu le chauffage.
Il fait pas du tout chaud, là. Il fait très très chaud. Alors, ouais, c'est ça. La valeur ajoutée, sans rentrer dans le détail, je pense que vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on demande aux administrations à l'heure actuelle? De réduire les coûts. Alors oui, très bien, de réduire les coûts. On commence à parler de rentabilité, on commence à parler de retour sur investissement. C'est compliqué, évidemment, puisque dans la majorité des cas, on est dans de la distribution et pas forcément dans un processus de business comme on peut l'entendre dans le privé. Une standardisation et puis les économies dont on a tous, et vous particulièrement, entendu parler au niveau des collectivités. De l'autre côté, il faut améliorer le niveau de service. Donc ça veut dire que l'usager, il faut qu'il soit content. Ça veut dire qu'au niveau de tous les tiers avec qui vous travaillez, il faut que tout le monde soit satisfait. Il faut que tout soit dématérialisé, que tout soit automatisé, mais il y a moins de ressources. Donc on va se positionner exactement sur ce type de flux en prenant l'exemple du PESV2, qui pour nous est un exemple. Vous l'aurez compris, c'est une plateforme de l'ADRAD transverse dont on parle. Beaucoup de collectivités avec qui je travaille ont commencé par le PESV2, et puis vont aller sur un autre flux, qui est le courrier entrant, qui est l'aide sociale, qui est etc., etc., j'en passe. Ou apporter la mobilité aux citoyens. Voilà où on va se positionner. Et quelques références où je passe très rapidement, je vous laisse regarder, qui ont déjà choisi de travailler avec Cofax. J'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que, une seule, allez. Une vraie. Entre la dématérialisation et la signature. Merci. Sur le processus de dématérialisation, en fait, je me pose une question. Entre le moment où vous dématérialisez et le moment où vous signez électroniquement, vous garantissez le processus de démat qui fait que le document électronique devient certifié ? La signature, on peut l'avoir de deux façons différentes. On peut l'avoir au sens norme, où à partir du moment où il est entré, il n'est pas modifié, ou on peut l'avoir au sens fonctionnel, c'est ma facture, j'ai besoin qu'elle passe, qu'elle ait le coup de tampon fonctionnel. Là, ce que vous a montré, c'est le coup de tampon fonctionnel. Elle passe au parapheur après la dématérialisation une fois qu'électronique. Non, c'est un parapheur électronique. Le papier, lui, il est éliminé à l'entrée, il n'y en a plus. Il est mis dans un carton et on l'envoie aux archives. Là, il faut garder vos factures. S'il y a un contrôle, oui, c'est valable également, mais de toute façon. Via le parapheur, oui, tout à fait, oui. Oui, vous pouvez. Après, ça, c'est pas mon cœur de métier, donc je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais ça, c'est tout à fait valable, oui. Bon. On se réserve les 10 dernières minutes et il y aura peut-être des éléments de réponse, effectivement, qui seront apportés dans la prochaine intervention. Bien, je vous en prie. Donc je vais mettre là. Hop. Et je peux prendre la souris avec. Ça ne dérange pas. Ah, mais ça a les filaires. Merci, bonjour. Donc n'hésitez pas à me dire, à me faire signe si vous voyez que je ne parle pas assez fort, je ne me vexerai pas. Donc Société Ricole, je vais vous présenter le témoignage client de l'hôpital de Mantes-la-Jolie pour qui on a mis en place un projet de GED dans le cadre de PESV2 pour mettre en conformité l'établissement avec cette réglementation qui est entrée en vigueur début 2015. Donc en introduction, ce que j'ai voulu faire, c'est présenter 3 axes en fait de réflexion. Le premier, c'est que PESV2, donc c'est une réglementation, donc une obligation légale qui vient contraindre les établissements. Seulement, si l'établissement s'arrête à ce niveau de compréhension, on vit ça comme une contrainte, et qui dit contrainte dit coût, et on s'arrête là, et on ne profite pas pleinement de la solution qui est mise en place. Donc il faut plutôt voir ça comme un objectif de modernisation des établissements, pouvoir apporter des changements dans l'organisation, apporter des nouveaux processus, modifier et du coup des nouveaux outils pour investir pleinement dans ces outils-là. Et enfin donc déployer cette solution de GED qui vient répondre dans un premier temps à PESV2 et ensuite le déployer plus largement au sein de l'établissement pour répondre à d'autres problématiques. Donc la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'on vit ça comme une contrainte ou une opportunité, ou un coût ou un investissement. Donc c'est ce qu'on va essayer de répondre à travers la présentation. Principe de PESV2, je ne vais pas m'étaler longuement, mais je vais juste les rappeler. Donc c'est un arrêté ministériel de 2011 qui vient imposer aux établissements publics donc, de dématérialiser les flux de titres de recettes et mandats de paiement auprès de la DGFiP et qui doit être mis en place au cours de 2015, sachant qu'il y a 2 composantes, le côté titre de recettes et mandat de dépenses, et le côté pièces justificatives qui doivent venir justifier. Parce que sinon, on entretient 2 réseaux parallèles, un côté dématérialisé pour les mandats et un côté papier encore pour les pièces justificatives, ce qui n'a pas de sens au sein des établissements.
Les bénéfices attendus, comme je disais, donc modernisation des collectivités, répondre aux problématiques actuelles de développement durable, ça en fait partie, faciliter les échanges et la communication, garantir le paiement et le recouvrement dans des temps convenables pour les établissements, et enfin une meilleure gestion documentaire. Donc le projet de l'hôpital François Quesnay à Mantes-la-Jolie. Donc pour situer l'hôpital, c'est un établissement qui fait 607 lits, 1800 agents, dont 200 médecins. Donc ça donne une idée de la taille du centre hospitalier et des enjeux que ça représente. Le périmètre, c'était donc de mettre en place la solution de GED qui pourrait venir répondre à PESV2 et également apporter des évolutions possibles pour l'avenir pour déployer cette GED-là sur d'autres projets de manière transverse au sein de l'établissement. Les caractéristiques qui étaient attendues par l'établissement, donc dématérialiser les pièces justificatives depuis la GED, acquérir et centraliser tout type de flux, donc on en parlait avec la solution Cofax, les flux, c'est pas seulement du papier, c'est de l'EDI, c'est des emails, c'est de la numérisation au sein de l'établissement, donc il faut pouvoir intégrer tous ces éléments-là dans la solution de GED. Ensuite, il faut pouvoir associer un certain nombre de workflows, puisqu'il dit processus d'approbation dit workflow, et donc il y a différents intervenants au sein de l'établissement qui vont intervenir sur un mandat ou un bordereau avant que ça puisse partir en télétransmission auprès de la DGFiP. Et enfin, évidemment, s'intégrer de manière obligatoire aux outils métiers de l'établissement, sachant que dans les établissements publics de santé, on parle de GAM et de GEF, donc gestion administrative et médicale, gestion économique et financière. Et également donc, le parapheur électronique en fin de circuit. Pour situer le contexte de l'hôpital et la problématique que ça a imposé, je vous ai représenté une partie du cahier des charges qui nous a été transmis, où on a les flux de l'hôpital de Mantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop complexe. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a 630 000 plis par an qui sont générés dans l'hôpital et qui sont à traiter. Des intervenants divers et variés, beaucoup d'utilisateurs, et il va falloir mettre la GED au milieu de tout ça pour récupérer tous les flux et pouvoir répondre à PESV2 vers la plateforme DGFiP. La solution qui a été proposée par Recall. Alors avant de la présenter, je vais présenter très rapidement Recall, il faut bien en passer par là. Donc c'est un groupe mondial de solutions de l'information au sens large qui gère les archives physiques, les archives électroniques de nos clients, la protection de données avec les bandes de sauvegarde notamment, et en fin de vie la destruction des documents sur tout support. Donc on est vraiment situé sur l'ensemble du cycle de vie de l'information au sein des entreprises. En France, c'est 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 7000 clients, 14 millions de conteneurs conservés, cartons d'archives, parce que c'est notre métier historique en France, 18 millions de pages numérisées par an, et un partenariat mondial avec l'éditeur Island sur lequel je vais m'arrêter un instant, puisque c'est cet éditeur-là qui nous fournit la solution de GED qu'on a mis en place au sein de l'établissement public, pour lequel on a 1500 utilisateurs en France de cet outil. C'est un partenariat mondial de 15 ans avec l'éditeur, qui propose une suite qui repose sur un socle de base qui offre toutes les fonctionnalités de la GED et auquel on va ajouter un certain nombre de modules spécifiques pour répondre à des besoins bien précis au sein de nos clients. L'hébergement peut se faire en mode SaaS ou client-serveur au choix et selon les contraintes que l'on a. Et donc c'est un éditeur qui est très reconnu mondialement et positionné dans les études de marché que vous voyez ici, l'étude Gartner qui est bien connue parmi les leaders à côté d'autres grands noms de la GED. Si on revient sur la solution Recall, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur une pyramide. La pyramide, c'est quoi? On a d'un côté le GAM et la GEF. Ce sont les outils métiers de l'hôpital qui sont utilisés au quotidien. Cet outil-là, en l'occurrence, c'est Mencare, côté hôpital de Mantes-la-Jolie. Il y en a d'autres, évidemment, mais là, c'était Mencare. Il y a ensuite le parapheur électronique qui arrive en fin de circuit pour transmettre les documents vers la DGFiP. Donc ici, on est sur Innovacom. Il y a évidemment d'autres partenaires possibles, mais en l'occurrence, c'était Innovacom. Et enfin, il y a la GED qui doit venir créer le troisième angle de cette pyramide pour répondre pleinement à la problématique PESV2. Donc ce qu'on voit ici, c'est que vous avez donc la GED OnBase, éditée par Island, qui a été mise en place, qui est capable d'intégrer un certain nombre de flux, comme le présentait Grégory sur la partie Cofax, des scans unitaires, donc des scans par poste de travail, des scans de masse qui sont partagés au sein de différents services, les flux EDI qui doivent également être pris en charge, et la reprise de différentes bases de données et informations provenant d'autres outils tiers qui sont utilisés à travers l'hôpital. Voilà, donc on est vraiment dans un triangle, une pyramide vertueuse, et il faut pouvoir positionner la GED dans cette pyramide pour répondre pleinement au projet PESV2. Le circuit maintenant que ça représente, donc on a dans un premier temps
les mandats et les titres qui sont émis depuis les applicatifs métiers et ERP de l'hôpital, donc Mencare, ACFA et d'autres, qui émettent un mandat au format PESV2, donc qui est très contraignant. En parallèle, on a la GED qui est alimentée par un certain nombre de flux, de factures et d'autres documents justificatifs qui viennent se mettre en GED avec un certain nombre d'index qui permettent de relier ces documents aux mandats qui sont émis par l'application métier. Ici, on a créé donc le lien avec les pièces jointes et les mandats qui sont émis, de sorte à avoir une traçabilité garantie et une garantie qu'on a bien le bon document pour le bon mandat. Une fois qu'on a fait cette association, on transmet le tout vers le tiers de signature à travers 2 fichiers. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas modifier le fichier PES qui est émis par l'éditeur de GF et de gamme, qui est un fichier qui est signé par l'éditeur et auquel nous, on ne doit pas intervenir dessus, on ne doit pas apporter de modification. On a la possibilité de le lire et c'est le fait de lire ce fichier-là qui nous permet d'associer les bonnes pièces jointes. Par contre, on ne va pas le modifier. Et on va juste repousser ce fichier-là vers le tiers de signature et on va y adjoindre un autre fichier, également au format PES, pour les pièces justificatives. Et ainsi, on a donc les 2 fichiers qui arrivent en parallèle sur la plateforme de signature et qui vont garantir donc le traitement sous couvert PES du mandat. Une fois qu'on a fait cette transmission, le tiers de signature valide et signe le flux et le télétransmet vers la plateforme Helios de la DGFiP. Une fois qu'Helios a intégré ces mandats et ces pièces justificatives et les a approuvés, on a un retour d'acquittement vers la GED pour signaler que telle facture ou telle pièce justificative a déjà été utilisée dans le cadre d'un paiement ou d'un mandat et que donc elle a été validée, ou alors on a un retour comme quoi il y a une erreur ou un complément demandé et on va pouvoir refaire ce cycle-là depuis la GED pour reconstruire un nouveau flux avec les bonnes pièces qui manquaient. Donc les avantages de cette solution, c'est clairement de se mettre en conformité avec les exigences PESV2 et sur les 2 volets, à la fois les mandats et les titres de paiement et à la fois les pièces justificatives qui doivent les lier. Et on rentre dans un process 100% dématérialisé versus un process qui aurait pu être via 2 réseaux, une partie dématérialisée, une partie papier. On harmonise donc l'indexation pour faciliter derrière les recherches de documents. On réduit de manière importante les volumes de papier circulant dans l'établissement et les risques de perte associés, et j'en passe des meilleurs. La capture des documents est optimisée, on libère du temps pour les agents qui travaillent de manière électronique et n'ont plus de manipulation de papier, n'ont moins de mouvements au sein de l'établissement également. On accède aux informations depuis la GED via une interface qui est faite avec Mencare. Un point important, et l'hôpital, je pense, confirmera ce point, c'est qu'il était important pour les agents de travailler autant que possible depuis l'application Mencare, qui est vraiment l'application centrale de l'hôpital. Et pour ça, on a une interface qui fait que les agents accèdent à la GED directement depuis l'interface Mencare de l'hôpital. Et ce qui permet vraiment de faciliter l'adhésion et gagner en productivité de manière considérable. Enfin, on améliore de ce fait la qualité comptable et on simplifie les contrôles. Et on a donc une meilleure réactivité et on peut répondre de manière plus simple aux demandes internes et sollicitations externes que l'hôpital peut avoir. Retour d'expérience, donc en conclusion ou en pré-conclusion sur ce projet-là, les facteurs clés d'un tel succès tels qu'on les a identifiés, donc c'est déjà d'avoir une vraie volonté de passer sur l'ère numérique au sein de l'établissement et ça doit être soutenu par la direction de l'établissement évidemment. L'investissement, il doit être vu plutôt comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Sinon, on va s'en limiter à PESV2 et dans ce fait-là, on ne va pas justifier le coût de la dépense pour telles applications. On pense qu'une GED qui est interopérable, c'est une plus-value. Et il est préférable d'avoir une GED qui est capable de s'interfacer avec tout type d'outils, avec tout type d'outils métiers et de pouvoir travailler de manière interopérable avec tout le monde plutôt que de s'enfermer dans une solution qui est unitaire et qui va vous restreindre après en termes de possibilités d'évolution. Une équipe projet donc structurée, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut évidemment une équipe qui soit transverse avec l'AMOA, les référents PSV2 et vraiment les experts métiers. Un accompagnement au changement qui est important et des formations à assurer. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs, on vient chambouler leur habitude de travail. Aujourd'hui, ils travaillent avec du papier, avec certains outils. Demain, on leur dit qu'ils vont arrêter le papier, ils vont travailler avec du numérique et de nouveaux outils. Donc il faut pouvoir accompagner fortement ce changement-là. Et enfin, donc un partenariat sur le long terme entre les établissements et les prestataires, de sorte à rentabiliser et capitaliser pleinement sur l'investissement qui est fait dans ces solutions numériques. Donc en conclusion, j'ai remis le slide d'introduction. Et pour conclure, je dirais qu'effectivement,
Il faut vraiment voir ce projet-là, PESV2, et notamment à travers la GED, comme un vrai investissement qui va vous ouvrir les portes de nombreuses opportunités de réorganisation, d'amélioration des établissements, de modernisation et répondre pleinement aux projets gouvernementaux actuels. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous propose de passer directement aux questions-réponses. Et est-ce que dans la salle, il y a déjà des questions ? Non ? Victoria Thomas, revue d'association des archivistes russes, Herald of Archives. Question suivante. En fait, quel est le temps que vous avez pu libérer aux agents de comptabilité à la fin du projet? Combien de séances de formation vous avez assurées? Et est-ce que l'hôpital vous a donné les chiffres d'économie qu'ils ont pu réaliser avec le projet? Parce que vous avez parlé que c'est rentable. Est-ce qu'on peut concrétiser? Je pense qu'il n'y aura pas mieux placé que l'hôpital pour en parler. Donc je vais laisser Sophie Dupont répondre à cette question. Donc en fait, vous avez déjà, ce dont tout le monde parle, effectivement, c'est les économies toutes simples de papier, de consommables, d'électricité, donc j'ai envie de dire du standard développement durable. Ce qui va considérablement bouger la donne en fait dans les établissements, c'est la réorganisation des processus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut totalement repenser tout son circuit papier et voir comment on peut en fait faire de ces projets qui nous sont quelque part, on est contraint d'appliquer la réglementation. Donc moi, de par mon expérience, j'ai envie de dire que les contraintes, c'est bien gentil, mais j'aime bien quand ça me rapporte quelque chose. Donc essayer de faire en sorte que ces contraintes, ces coûts et cet investissement que l'hôpital doit faire, ça devienne quelque chose qui soit vraiment une opportunité. Donc bien évidemment, en restructurant tout votre parcours au sein de votre établissement sur le circuit, vous allez changer les habitudes de travail des agents qui vont eux-mêmes en fait réorganiser tout leur mode puisqu'ils ont plus ces tâches de classement, ces tâches d'archivage qui étaient quand même très chronophages dans un hôpital, toutes ces recherches intempestives et éléments qu'il faut redonner au trésor public en mode papier, ces tonnes de parapheurs qu'il faut signer, ces tonnes de papier qu'il faut éditer et transporter à la trésorerie pour qu'ils les perdent de temps à autre et il faut recommencer. Il faut savoir quand même que rien qu'en mandat titre bordereau, c'est quand même plus d'1 million d'A4 rien que pour l'hôpital à l'année. Donc sans vous compter les pièces justificatives qu'il faut ajouter à ça et qui elles vont représenter un minimum de 700 000 pièces uniquement pour ce qui concerne des pièces justificatives PESV2. Donc l'hôpital en fait si vous voulez il a fait le choix de prendre une GED. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est dit tout simplement que la numérisation qui nous était imposée par le projet PESV2 en lui-même, c'était une chose, mais que si on voulait tirer un petit peu profit de ce qu'était la dématérialisation, que ce soit dans une entreprise, une collectivité ou donc un hôpital en ce qui nous concernait, il fallait que l'outil qu'on allait acquérir, cet investissement qu'on allait faire, il fallait qu'il nous apporte quelque chose et pas que pour des pièces justificatives du PESV2. Il y a des tonnes de projets qu'il y a à mener dans un hôpital. Vous avez toute la dématérialisation administrative du dossier patient. Vous avez des tas de pièces maintenant sur les hospitalisations sous contrainte. On passe également sous chorus frais de justice pour la facturation en fait de toutes les gardes à vue et prélèvements qui sont effectués à l'hôpital. Et tout ça, il faut fournir des pièces justificatives qui soient également dématérialisées. Donc on voit bien que rien que déjà à l'instant donné, depuis que le projet a commencé et débuté à Mantes, on a déjà 3 autres projets qui sont venus se greffer au PJ et donc pour lesquels on va utiliser la GED. Et on se doute bien que l'époque étant ce qu'elle est, ça va ne faire que s'accentuer. Donc on a l'outil qui va nous permettre de gérer justement toutes ces dématérialisations. On a de plus en plus de demandes du coup dans l'hôpital, que ce soit le service social qui commence à nous demander aussi, mais moi, est-ce que je peux aussi me servir de la GED ? On a des médecins qui nous disent, mais alors nous, ce qu'on reçoit de ci, de là, sous différents formats en termes de compte rendu, est-ce qu'on pourrait pas aussi venir les mettre dans la GED qu'on a choisi à l'hôpital et venir les coller dans notre outil métier ? Donc on voit déjà tous les développements. Donc c'est vrai qu'on est parti avec l'idée que j'ai un petit peu conduite de dire
qu'il fallait que ce soit une opportunité parce qu'on allait avoir d'autres projets, et ces projets autres que PSPJ, ils sont déjà là. Et ce n'est à mon avis que le début. Après, vous aviez une question, monsieur, je crois, c'était sur la signature des pièces numérisées, c'est ça? Donc, les PSPJ, en fait, on n'a pas d'obligation de signer les pièces justificatives dans le PESV2. C'est dans votre circuit de validation interne que vous avez éventuellement besoin de signer certaines pièces. Mais pas au niveau de la transmission du trésor public, en fait. Ça arrive sur Helios, vous avez la ligne avec le mandat ou le titre. Et au niveau du mandat, en face, ils ont une petite fenêtre, en fait, effectivement, et où ça leur permet d'ouvrir les PJ qui ont été adressés sur la plateforme Helios. Il n'y a pas d'obligation de signature, en fait, sur le flux PJ, quoi. Un document papier dématérialisé n'a pas besoin d'être signé physiquement. Non. C'est dans votre circuit de validation interne, par contre, que là, vous pouvez avoir éventuellement, effectivement, besoin de validation pour valider que c'est bien le bon élément. Et il faut garantir l'intégrité de ce document, c'est-à-dire qu'une fois qu'il part, il ne faut plus qu'il soit modifiable. Ça va de soi. Voilà. Ouais, ma question était de savoir si le Trésor devait recevoir des documents contresignés physiquement dès lors qu'ils ont été dématérialisés pour contenir la preuve de la validation. Et la réponse est là. Alors, dans les circuits, c'est des choix qu'on peut faire. Par exemple, chez nous, la direction des ressources humaines a certains documents qu'elle souhaite pouvoir signer manuellement avant le passage au process numérique, avant d'être stocké donc, dans l'AGED. Ça, c'est des choix qui se font après dans les circuits. Donc, je dirais que ça demande une bonne étude en amont des besoins qu'on a, du circuit et de ce qu'on veut faire, de là vers où on veut aller. Sinon, vous avez comblé certains manques par le biais de l'utilisation de workflow avec un processus de validation ? Oui, oui, puisqu'il y a les parapheurs électroniques qui ont été mis en place. Mais par rapport à votre question, moi, ce que j'en entends, c'est la signature électronique d'un document natif, c'est-à-dire une facture électronique qui est émise au format... Non, mais par rapport à la nécessité de signer numériquement. Un document qui est émis au départ au format électronique devra être signé. Sinon, il n'y a pas de valeur légale. Donc, en dehors de ce cas-là, la signature du document copié, numérisé, elle n'est pas obligatoire. La question est tournée surtout autour de d'une copie numérique. processus de démat. Au sens, est-ce que la pièce peut avoir une valeur légale une fois qu'elle est dématérialisée, de son original papier. Donc là, voilà, Sophie a répondu tout à l'heure en disant que le flux DPJ n'est pas assigné. Processus dans ce cadre-là, non. Il n'y a pas... Assez souvent, une pièce justificative n'est pas nécessairement un document original, au sens signature originale, etc. etc. Donc une copie d'une copie d'une copie reste une copie, donc le problème ne se pose pas nécessairement dans ces termes. Sinon, le principe, effectivement, au niveau droit, c'est qu'un document original reste un original et le reste, tout ce qui est numérisé, devient une copie fidèle et durable. Dans un certain dispositif, mais ça reste de toute façon, l'original est au papier. Quand c'est un papier, on est bien d'accord. Voilà. Les documents papier rentrants, donc, qui sont dématérialisés, qu'est-ce que vous en faites de ces documents papier et qu'est-ce qui est archivé ? C'est une bonne question. Donc, eux, ils vont être archivés de manière, je crois, on a fait le choix quotidien avec, il y a une numérotation juste dans le carton, mais il n'y aura plus de classement par ordre ou alphabétique ou numérotation, etc. Donc ça, c'est le chrono, quoi. Voilà, mais bon. Mais tout n'est pas conservé non plus. Oui. Une petite question sur les flux EDI. Lorsque vous recevez des factures en version électronique, je ne sais pas si ça a été le cas, pas des documents, mais vraiment un flux de factures. Vous dites tout à l'heure, on l'intègre dans le flux PES, je ne sais plus qui le disait. Là, par contre, en termes de relecture, pour celui qui transfère le flux, il faut pouvoir relire ces flux-là. Donc aujourd'hui, à quel endroit vous intégrez un lecteur de flux ? Ce n'est pas encore notre cas à l'hôpital, donc...
Tout à l'heure, il y avait je montrais un slide avec tous les types d'entrants. Un de ces entrants est le format XML. L'EDI, il y a deux façons de le gérer. Alors, je parle de la plateforme Cofax. Soit vous pouvez installer quelque chose chez votre fournisseur et l'installer chez vous et avoir ce canal privilégié et ça rentre dans la plateforme de capture. Soit pour juste garder l'image et l'envoyer au bon endroit, soit pour extraire les données qui sont déjà au format numérique mais les mettre dans les bons index pour les envoyer dans le bon endroit dans le RP financier ou dans la GED. Soit on lit le flux XML au format XML12 ou Edifact. Donc il rentre au même titre qu'un papier, au même titre qu'un mail, au même titre qu'un fax, qu'un Word, qu'une pièce jointe zippée dans le 9e email imbriqué. Enfin, c'est exactement pareil. Après, c'est une des particularités de ce type de numérisation, de ce type d'outil. Mais si demain, on doit rajouter ce type d'entrant dans un projet existant, ça veut simplement dire activer le module. Le reste est déjà fait. Je voulais commencer à conclure avec une question. Il y aura J'ai une dernière question pour Madame Dupont. Voilà, allez-y et puis je terminerai avec une question. Pourquoi conserver les documents papier, physiques? C'est une obligation. Sinon, on s'en passerait. Parce qu'on fait 2 fois le travail, finalement. Non, c'est pas la même chose dans la mesure où le classement est chronologique. Moi, je pars du principe, je suis responsable de la clientèle à la direction des finances, donc j'ai joint tout de suite la dématérialisation du dossier administratif du patient. Donc vous imaginez bien que je suis partante du zéro papier. Si on pouvait ne rien garder, on n'en aurait plus, c'est du temps de classement en moins. Merci. J'avais peut-être une dernière question qui est sur la question des compétences. Sur un tel projet, il y a des modifications en termes de comportement, de savoir-faire, de connaissances. Comment a été piloté ou quelles questions ont été posées dans cette migration de compétences? Est-ce que... Donc dans un tel projet, il faut absolument inclure au niveau de l'établissement la DSIO, bien entendu, pour toute la partie technique et la partie choix au niveau des outils de l'infrastructure, etc. Et il faut également des gens du métier, donc de tous les métiers. C'est un projet qui est transverse, vraiment transverse. Il ne peut pas être mené que par une direction. Il peut être piloté par une direction, mais il faudra impérativement adjoindre au projet des gens de chaque service, de chaque direction pour mener ce projet à bon terme. Écoutez, je vous propose de vous libérer. Je vous remercie infiniment pour votre attention et merci pour les questions et merci aux intervenants.